Vous venez tout juste de créer un nouveau matériel dans Substance 3D Designer ou Sampler par exemple. Cependant, la mission n'est pas complètement accomplie car il vous faut maintenant créer des rendus pour votre portfolio. Et vous voulez absolument que ces images ou vidéos fassent honneur à tous les efforts que vous avez accomplis jusqu'à présent. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser Substance 3D Stager pour mettre en scène votre matériel sur une sphère animée à 360 degrés. Alors pourquoi Stager ? Tout simplement parce qu'il est intégré dans l'écosystème Substance, ce qui me permet d'envoyer directement un matériel de designer ou sampler à Stager en un clic, mais aussi parce que nous venons d'intégrer cette fonction qui vous permet de faire ces rendus à 360 degrés très facilement. Donc nous allons voir tout ça dans ce tutoriel. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai utilisé un matériel gratuit que vous pouvez trouver sur la librairie Substance 3D Asset, en allant dans la section gratuite et en cherchant Sci-Fi Shuttle Exterior Panel. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'application Creative Cloud Desktop en allant dans 3D Marketplace et encore une fois, la section gratuite. Comme je l'ai déjà téléchargé avant, il apparaît en premier. Et vous pouvez soit télécharger ce matériel ou soit l'envoyer directement dans Substance 3D Stager. Nous allons patienter avant de faire ça car nous devons préparer la scène. Nous voici dans Substance 3D Stager. Au lieu de créer une nouvelle scène, nous allons utiliser un modèle de scène déjà présent qui s'appelle Material Showcase. Comme on peut s'y attendre, cette scène contient une caméra déjà réglée pour vous, ainsi qu'une sphère et un éclairage ambiant qui vous permet de faire des rendus efficaces de votre matériel. Cependant, il y a un léger bug sur la sphère car elle a été créée avant que nous implémentions la fonctionnalité pour faire les 360. Et comme vous allez le voir, si nous appliquons un matériel et que nous faisons une petite animation, rassurez-vous, nous allons voir les détails plus tard, vous voyez que l'axe de la scène n'est pas complètement fonctionnel. Voilà, c'est aligné en Y au lieu d'en Z. Donc c'est pas un souci. Ce que nous allons faire, c'est refaire la sphère très rapidement. Donc pour cela, je vais aller dans la librairie. Je clique sur la sphère pour qu'elle soit positionnée à 0, 0, 0. Donc par défaut, vous ne la voyez pas car elle est dans l'actuelle sphère. Mais je vais juste augmenter l'échelle en utilisant le gizmo, c'est le carré sur le gizmo. Et je vais mettre cette nouvelle sphère à peu près de la même taille que l'ancienne. Voilà. Et maintenant, je vais effacer l'ancienne sphère. Donc, comme nous verrons plus tard, cette sphère fonctionne. Il est maintenant temps d'importer votre matériel. Donc de designer, c'est très facile. Vous sélectionnez votre paquet et vous cliquez juste ici. Et vous avez l'option d'envoyer sur nos différents logiciels. Dans notre cas, ça sera Substance 3D Stager. Et pour Sampler, c'est très simple également. Ce sera sur l'icône à droite pour partager. Et encore une fois, vous choisissez Substance 3D Stager. Comme vous pouvez le voir maintenant, le matériel apparaît dans le panneau de matériaux. Et vous avez juste à le glisser-déposer sur votre sphère pour le faire apparaître. Donc par défaut, dans notre cas, nous avons quelques réglages à faire sur le matériel. Donc nous allons faire ça maintenant. La première chose que je vais changer, c'est la répétition du matériel. Ce sont des panneaux, donc je vais répéter 4 fois. Ça devrait être suffisant. Ce réglage est évidemment différent dans votre cas, tout dépend du matériel. Et nous allons maintenant activer le paramètre Displacement qui permet d'ajouter de la profondeur et de déformer le mesh pour représenter cette profondeur. Alors vous devez également définir la tessellation, c'est-à-dire le nombre de faces qui vont être déplacées en subdivisant le maillage existant. Dans mon cas, je vais être généreux, étant donné que je n'ai qu'un seul objet à rendre, cette sphère, donc je vais mettre 10 millions de faces, ce qui me permet de déformer précisément cet objet et de bien représenter le matériel. Maintenant, nous allons retourner dans les paramètres de matériaux et chercher le paramètre Height, ou hauteur en français, et nous allons ajuster afin de bien représenter le matériel et l'intensité de la profondeur. Dans mon cas, je vais mettre 0,6 au final, qui me donne quelque chose de satisfaisant.
Je vais également passer la résolution du matériel à 4096 afin d'avoir la meilleure qualité possible. Nous allons maintenant ajuster un paramètre de la caméra nommé distance de focale. C'est un paramètre qui nous vient du monde réel et qui permet d'ajuster l'angle de vue de la caméra. À savoir, plus la distance de focale est courte, plus l'angle de vue va être élevé. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai un matériel qui fait à peu près 2 mètres de haut, donc je placerai dans le monde réel ma caméra à une certaine distance et j'ajusterai la distance de focale en fonction. Mais si c'était par exemple un tissu, je devrais être plus près et donc avoir une distance de focale plus courte pour ouvrir l'angle. Donc vous pouvez ajuster directement ce matériel via ce paramètre, mais comme vous voyez, c'est pas très pratique car ça change aussi la distance perçue de l'objet. Cependant, si vous pressez la touche 7, vous avez un autre mode qui vous permet d'ajuster à la fois la distance de focale et la distance réelle de la caméra pour maintenir plus ou moins le volume de la sphère à l'écran. Donc évidemment très pratique pour ajouter une couche de réalisme à votre rendu final. Pour ce qui me concerne, je suis satisfait avec les réglages pour ce matériel. Donc nous allons aller dans Photoshop pour créer l'image de fond. Mais juste avant ça, nous allons créer un rendu temporaire de cette image. Donc nous nous rendons dans l'onglet Rendu. Et nous allons faire quelques réglages. Nous ne voulons pas faire un rendu de très haute qualité, c'est pas nécessaire, c'est juste un rendu qui va servir de référence. Par contre, nous passons en PSD, car je vais utiliser Photoshop. Et je vais prendre par exemple 20 secondes pour faire cette image, c'est largement suffisant. Voilà, nous avons juste à cliquer sur Render et attendre une vingtaine de secondes. Voilà, nous avons notre rendu. Donc nous avons juste à cliquer sur les 3 petits points pour envoyer cette image dans Photoshop. Si vous avez un autre éditeur d'images, vous pouvez le faire manuellement également. L'avantage du format PSD quand vous faites un rendu dans Stager, c'est que vous avez différents calques d'informations qui peuvent vous servir de masque et à retoucher l'image pour faire un peu de compositing. Par exemple, vous avez la couleur de fond, l'image de fond, évidemment le matériel, et vous avez un masque qui correspond au matériel. Donc je n'ai pas besoin de tout ça dans mon cas, donc je vais supprimer quelques petits éléments comme l'image de fond et un des 2 masques. Ce que je veux créer, c'est un halo derrière mon matériel. Donc je vais utiliser un de ces masques que je vais passer en noir et blanc. Donc la première étape consiste à désaturer ce masque. Et ensuite, je vais tout simplement utiliser des niveaux pour passer cette image en noir et blanc. Voilà. Je vais déplacer ce calque derrière ma sphère. Je vais ajuster la taille pour dépasser un peu. Et finalement, je vais appliquer un flou gaussien. Voilà, vous allez voir pourquoi je suis passé en noir et blanc, afin de pouvoir réutiliser ce PSD plus tard, pour un autre matériel par exemple. Donc je vais aller à la couleur de fond, que je vais ajuster. Dans mon cas, étant donné que c'est un matériel de science-fiction, j'essaie d'utiliser une couleur entre vert et bleu. Voilà. Ça, c'est purement artistique. Dans votre cas, ce sera sûrement une autre couleur. Adapté en fonction du thème que vous avez choisi et de ce qui vous inspire. Dans mon cas, c'est une couleur comme celle-ci, un peu phosphorescente. Et maintenant, je vais changer le mode de rendu du halo. En anglais, c'est Linear Dodge. Voilà. Et du coup, je trouve que le halo est un peu fort, donc je vais réajuster la taille du halo pour le cacher derrière ma sphère et obtenir un résultat qui me convient. Donc, je suis satisfait. Donc, ce que je vais faire, je vais importer des logos pour personnaliser un peu. Donc, celui de Stager et mon logo personnel. Je vais faire une petite passe d'ajustement au niveau des tailles pour faire correspondre les deux et qu'ils soient bien alignés. On va faire ça rapidement. Et finalement, une fois que je suis satisfait, je vais masquer le matériel et exporter mon image. De retour dans Stager,
pour appliquer le fond d'écran, vous avez juste à glisser-déposer l'image sur le fond de votre scène, et voilà. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'illumination de notre scène, qui est évidemment un aspect très important. Alors pour être sûr d'être proche du rendu final, nous allons d'abord activer le lancer de rayon, le ray tracing, l'onglet est en haut à droite, donc nous l'activons. Et vous voyez que directement nous avons un meilleur éclairage. La majorité des paramètres d'illumination se trouvent sous l'environnement. Donc vous descendez et vous avez un onglet général, un onglet fond et un onglet lumière, lights. Par défaut, pour cette scène, nous avons déjà une illumination qui fonctionne. Elle a été faite pour éclairer des matériaux, donc vous pourriez techniquement l'utiliser directement. Mais comme nous sommes là pour apprendre, nous allons partir de zéro, donc je l'efface. Et je vais aller dans la section illumination de notre librairie pour sélectionner un éclairage 3 points. Un éclairage 3 points est très populaire en photographie pour illuminer un objet unique comme notre matériel. Composé évidemment de 3 lumières, nous allons nous concentrer sur la première qui est la Key Light et qui permet de souligner le point important de votre matériel. Donc dans mon cas, c'est cet angle. Donc pour placer cet angle, vous avez 2 solutions. Vous pouvez utiliser les paramètres de rotation et de hauteur de la lumière. Donc ça marche, mais c'est pas le plus pratique. Vous avez une autre méthode qui consiste à placer directement l'illumination sur l'objet, le point de reflet. C'est tout particulièrement utile. Dans mon cas, je veux viser en haut à droite, donc ça marche plutôt bien. Et ça me permet de bien montrer les volumes de mon matériel. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la Fill Light, la lumière de remplaçage qui se place plus ou moins à l'opposé de la Key Light et qui permet de déboucher une grosse partie des zones d'ombre. Donc voilà, j'ajuste un peu la taille pour que ça couvre une plus grande surface et que ce ne soit pas l'intérêt principal de ma composition de lumière. Dans mon cas, comme c'est un matériel sci-fi, je veux donner encore une fois, rappeler cet aspect phosphorescent de l'éclairage, de l'atmosphère où ça se trouve. Encore une fois, c'est quelque chose que vous devez ajuster à votre propre matériel. Mais dans mon cas, cette couleur me convient bien. Donc je regarde toujours si les deux fonctionnent bien ensemble et c'est pas trop mal, mais on voit que la partie au centre est beaucoup trop sombre. Donc je vais revenir sur la Key Light et replacer mon matériel, voilà, un peu plus vers le centre. Vous voyez qu'on voit bien ma map de roughness, tous mes différents détails, j'aime beaucoup. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur la Rim Light, ou la lumière de contre-jour, qui permet de déboucher et bien séparer notre élément du fond. Donc elle se situe généralement en hauteur. Je vais juste un peu l'excentrer à gauche, comme ça. Voilà, comme ça, ça débouche bien cette partie-là. Nous allons voir maintenant comment les 3 lumières fonctionnent ensemble et je vais rajouter une map d'éclairage d'environnement pour donner un peu plus de peps. Alors par défaut, elle est un peu trop forte, donc nous allons diminuer l'intensité. L'idée de cette map d'environnement, d'éclairage, c'est de supporter l'éclairage 3 points que vous avez créé et de ne pas l'écraser. Maintenant que nous avons notre matériel et notre éclairage et notre fond d'écran, nous pouvons passer à l'animation de notre sphère. Comme vous allez voir, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner la sphère et vous voyez qu'il y a un onglet animation dans les paramètres. Donc nous avons 2 types d'animation. Orbite, qui consiste à tourner autour d'un autre objet, par exemple la Lune autour de la Terre, pour donner un exemple concret. Et vous avez également l'animation Spin, qui là consiste pour l'objet à tourner sur lui-même à 360. Donc c'est ce que nous allons utiliser. Donc juste en faisant ça, nous avons déjà notre animation. Mais il faut quand même faire quelques ajustements. Par exemple, vous pouvez changer l'offset, c'est-à-dire le point de rotation. Également, vous pouvez définir le temps, aussi si c'est une animation à 360 ou moins.
Ça ne marchera plus en boucle, mais vous pouvez vouloir faire ça. Ou vous pouvez également choisir différents types d'animations. Donc nous n'allons pas les voir aujourd'hui, mais je vous invite à les tester. Par défaut, vous voyez que l'animation de 3 secondes est bien trop rapide pour pouvoir apprécier le matériel. Donc dans notre cas, nous allons mettre 15 secondes. Et vous voyez que ça nous donnera une animation bien plus agréable et qui vous permet d'apprécier le matériel. Vous pourriez également vouloir animer les lumières au lieu de la sphère. Alors c'est tout à fait possible grâce à un petit truc, non pas en animant la lumière directement, mais en animant la caméra à la même vitesse que la sphère, en utilisant une animation orbite. Donc si nous testons l'animation maintenant, vous voyez que c'est la sphère qui bouge. Maintenant, si je sélectionne la caméra et que j'active l'animation orbite, alors dans ce cas précis, je n'ai pas besoin de sélectionner la sphère étant donné qu'elle est déjà située au point 0, 0, 0. Par défaut, vous voyez que j'ai un problème, ça ne marche pas car il faut que je m'assure que l'animation soit bien de 15 secondes comme la sphère. Et maintenant, vous voyez que ça marche. Dans mon cas précis, c'est vraiment la sphère que je veux animer. Donc je vais désactiver l'orbite pour la caméra. Étant donné que nous avons maintenant fini de préparer notre scène, nous allons nous rendre dans l'onglet Rendu pour préparer le rendu final. Par défaut, vous pouvez constater que Stager nous montre le rendu que nous avons fait précédemment. Rassurez-vous, ça ne change rien. Vous voyez également que nous avons de nouveaux paramètres parce que nous avons une animation dont nous pouvons rendre la première image simplement ou l'animation au complet et nous pouvons définir le nombre d'images par seconde. Dans notre cas, nous choisirons 60 images par seconde pour avoir une animation fluide. Nous avons également une évaluation du nombre d'images qui vont être rendues au total. C'est quelque chose de très important car plus il y a d'images, plus ça va prendre de temps. Donc dans notre cas par exemple, étant donné que nous avons 60 images par seconde à rendre, si nous faisons un calcul rapide, je veux investir 20 secondes par image, ce serait 18 000 secondes, ce qui correspond, il faut encore faire une division par 60, si je ne me trompe pas, à 300 minutes, ce qui correspond à 5 heures. Donc je vais faire un test, d'abord pour voir si je peux diminuer ce temps. Donc je vais juste rendre une image. Et je vais faire un rendu à 5 secondes pour voir si ce serait suffisant dans mon cas. Ça réduirait considérablement le temps total. Donc en 5 secondes, c'est très rapide. J'obtiens une image correcte. Ceci dit, il y a un tout petit peu de bruit, donc pour m'assurer d'avoir un bon rendu, je vais passer à 10 secondes et tester, voir si c'est satisfaisant. Voilà, on lance le rendu. Ce que je regarde, c'est s'il n'y a pas trop de bruit sur mon image, une fois qu'elle est rendue. Donc, à 10 secondes, je regarde. Ça me convient. Donc ce sera 2 fois moins de temps que pour 20 secondes. Donc on avait dit 5 heures. Donc dans ce cas, ce sera à peu près 2h30. Donc je vais rester là-dessus. Je repasse en animation complète. Je refais quelques réglages pour savoir comment je veux sauver mon projet. Et je lance le rendu. Et on se voit dans 2h30. Voilà, les 2h30 sont passées. 2h50 exactement. Nous avons le temps marqué ici. Et toutes les images ont été rendues dans un dossier. Pour le moment, les images sont rendues une à une. La fonction vidéo va venir dans le futur. Mais pour le moment, je vais utiliser Adobe Premiere pour générer une vidéo à partir de ces images. Donc j'ai déjà créé un projet et je vais créer une séquence dans ce projet. Et m'assurer que cette séquence est bien à 60 images par seconde en allant dans les réglages de la séquence. Maintenant, je vais importer mes images en cliquant sur la première et en m'assurant que Image Sequence est bien coché, ce qui me permet à première de comprendre que c'est une vidéo générée à partir d'images. Mais vous voyez que c'est encore à 25 images secondes, donc je vais cliquer dessus et ajuster afin d'expliquer à première que nous avons 60 images par seconde dans notre cas.
Maintenant, je vais glisser ce nouveau clic dans ma séquence et je vais dire que je vais changer les réglages de ma séquence pour que la hauteur et la largeur de la vidéo soient appliquées. Maintenant, nous allons exporter cette vidéo en faisant quelques réglages et vérifiant que ce soit bien 60 images secondes. Et nous allons avoir notre vidéo finale. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère que vous aurez appris 2 ou 3 choses. Si vous avez des questions ou feedback, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci et à bientôt.